nouvelle série par Zoom en direct, ce qui pose toute une série de problèmes, comme vous avez vu. Pas seulement de problèmes, d'avantages et de problèmes. On a vu ça déjà dans la clinique, déjà avant le Covid, lorsqu'on faisait des séances par vidéo. Il y avait un grand avantage, c'est que l'absentéisme n'existait presque plus, ça avait diminué énormément l'absentéisme, mais en même temps, c'est devenu un peu un prétexte plus facile pour ne pas venir en séance et pour faire par vidéo. Et là, justement, il y a cet avantage-là qu'il y a toute une série de personnes qui peuvent voir depuis chez eux. Par exemple, une collègue qui est en Valais à la montagne au milieu de la neige et qui n'a pas réussi à se dégager. Par contre, le désavantage, c'est qu'il y avait des personnes que je me réjouissais de voir personnellement et voilà qu'elles ne sont pas ici. Donc, je dois saluer, par exemple, Lynn Gaillard par vidéo. Mais c'est un plaisir de voir ceux qui ont pu franchir les obstacles pour venir ici. Alors, cette série, elle a été conçue et puis ensuite discutée avec François et Daisy tout le long. Ça fait déjà plus d'une année que j'échange régulièrement avec eux. Et puis, Marc-Antoine Anti aussi a été très actif ensuite, ce qui constitue le bureau de l'ACRO, ça veut dire l'antenne clinique romande, qui a permis de faire cette série de cette façon-là, sans quoi ça n'aurait pas été possible. Ensuite, une fois tout élaboré, j'ai présenté à la NLS l'argument et Daniel Roy, il a fait toute une série de commentaires, dont un commentaire, une remarque qui concernait le cœur même de cet ensemble de séances. Il s'est demandé si les réalités collectives existaient vraiment. Alors j'aimerais commencer par là. Évidemment, la réalité, ce n'est pas le réel, et je dirais que toute réalité est collective, parce que dès qu'une réalité elle devient individuelle, elle devient douteuse, on peut se méfier un peu de cette réalité. Donc soit elle est collective, soit le doute va planer sur elle. La définition même du délire se fait souvent par opposition à la réalité, sans qu'on sache vraiment comment définir la réalité. Alors nous n'allons pas prendre une position nihiliste en affirmant que la réalité n'existe pas, mais nous allons nous demander quelle est l'extension de cette frontière qui caractérise le déclenchement du délire. La réalité n'est pas le réel, ce qui implique que la réalité ne se confond pas avec la vérité. Et nous pouvons même supposer qu'à certains moments, la réalité collective ne se distingue pas complètement d'un hypothétique délire collectif. C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai parlé de cet événement qui s'est produit dans la communauté japonaise du Brésil après la Seconde Guerre. J'ai parlé de ça en décembre 2021 dans une série organisée avec le groupe vaudois de philosophie et Marc-Antoine Anti. Ce qui s'est passé, c'est que la communauté japonaise au Brésil, en 1945, qui comptait 200 000 personnes, et dans sa majorité, ils ont refusé l'idée que le Japon avait perdu la guerre. Et pendant quelques années, ils ont affirmé que le Japon avait gagné la guerre et que la victoire américaine n'était rien d'autre qu'une propagande. Et c'est à partir de cette histoire qui s'est
terminer dans un drame collectif avec beaucoup de morts, parce qu'ils ont commencé à tuer tous ceux qui refusaient l'idée que le Japon avait gagné la guerre. Surtout, ils tuaient les Japonais qui refusaient cette idée. C'est une histoire que j'ai analysée il y a 2 ans déjà. Et c'est à partir de cet exposé que l'idée de ce séminaire a germiné dans mon esprit. Donc la réalité collective, elle peut être trompeuse, mais c'est elle qui est notre point de repère dans l'écoute du délire individuel. C'est la réalité et pas le réel, parce que le réel, on sait bien que c'est de l'ordre de l'impossible. Comme l'a très bien fait remarquer Daniel Roy, la réalité collective peut se résumer à un ensemble de discours. Je dirais un conflit de récits, qui fait que ce que nous considérons réalité se resserre dans le discours courant, les récits dominants dans ce que nous appelons la version du vainqueur. Dans ce sens, nous ne pouvons pas faire abstraction de la dimension politique, dans le principe de réalité, ainsi que dans la définition de ce que nous appelons le délire. Nous entrons ainsi dans le domaine de la sociologie, avec un bagage particulier qui est le nôtre et qui est issu de notre expérience des discours délirants. Nous allons alors nous infiltrer dans le champ de Pierre Bourdieu, quitte à nous confronter à lui et à son tout est social. Étymologiquement, le délire, c'est ce qui sort du sillon. Il est en rapport avec le troupeau, ce qui s'oppose à la plupart ou marqué par un écart envers le plus grand nombre. Et dans le langage de Binswanger, le délire relève du monde propre, de la même façon que le rêve. Et il s'oppose au monde commun, qui est ce que nous vivons ici. Nous devons faire un pas supplémentaire à celui de Binswanger en remettant en cause l'évidence du monde commun. Car le problème, c'est que le monde propre, il s'infiltre dans le monde commun. Ce que nous vivons ici est perçu différemment par chacun de nous. Alors, c'est toute la difficulté d'établir un monde commun et que nous appelons réalité collective. Pour cela, nous devons trouver un dénominateur commun, une vérité commune, et nous pouvons la trouver dans les faits. Le fait que nous trouvons maintenant à l'Hôtel de la Paix, le samedi 2 décembre, avec Béatrice Prémasi, avec Carlo, ce sont des faits, des vérités communes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous écartez un peu du sillon. Je ne dis pas que vous délirez, je ne dis pas non plus que vous êtes des sophistes, mais vous écartez quand même des sillons. Alors, dès que nous ajoutons des éléments de valeur ou de morale, nous nous éloignons des faits et là, nous entrons dans le terrain de l'interprétation. La réalité collective, elle devient plus difficile à situer à ce moment-là. Moi, je ne dis pas que la valeur et la morale ne font pas partie du monde commun, au contraire, mais nous sortons du domaine de l'évidence et le conflit des discours commence à se déchaîner. C'est à partir de cette incertitude des valeurs morales que nous devons juger de l'éclosion du délire, que nous sommes appelés à le distinguer des autres imaginaires. J'aurais voulu vous parler encore de l'incidence du corps sur la réalité collective et sur une forme alternative du tout est social, différente de celle de Bourdieu. Je discutais avec vous justement de Lévi-Strauss et d'un éventuel retour à Lévi-Strauss, mais bon, ça ferait pas charger un peu trop cette introduction qui est déjà un peu trop théorique pour nos esprits un peu TikTok. Alors nous commencerons cette série par l'examen des discours sur la filiation et ce que certains auteurs ont appelé de nihilisme. Le délire nihilisme, c'est un délire assez rare
moi je ne l'ai jamais vu dans ma pratique, qui est lorsque le sujet il dit « je n'existe pas ». Et le point commun entre le nihilisme et l'affiliation, ce serait l'identité. Alors ce soir, on a Daisy Devla-Seid, le psychologue et psychanalyste et membre de l'Asra PNLS, qui va nous parler de filiation, et Frédéric Beitinger, psychanalyste, philosophe, chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital et qui va nous parler du nihilisme. Daisy, elle a attiré mon attention sur le travail de Frédéric Beitinger, un travail extrêmement intéressant et qui nous oblige un peu à remettre à jour, faire une mise à jour de la psychanalyse, étant donné les discours contemporains.